Salut et bienvenue dans ce nouveau numéro de 77%, le magazine qui donne la parole à la jeunesse africaine. Je suis Panda Sila et je suis très heureuse de vous retrouver. On parle d'un des plus grands défis du continent pour les années à venir. Alors, comment planifier les besoins d'une population en forte croissance? Voici le sommaire. À quoi pourrait ressembler le futur de l'Afrique? L'équipe de 77% en débat avec les habitants de Kano, l'une des villes les plus peuplées du Nigeria. L'augmentation de la population fait croître les besoins en infrastructures, une illustration au Niger. Et puis, en toute fin d'émission, rencontre avec la slameuse malienne Marie-Angèle Keïta. Elle n'a pas sa langue dans sa poche. L'ONU parle de croissance fulgurante pour qualifier l'évolution démographique africaine. Nous étions 800 millions en l'an 2000 et on devrait atteindre le nombre de 4,5 milliards en 2100. Alors pour anticiper, de plus en plus de femmes ont donc recours au planning familial. Et au Sénégal, une femme se bat pour que le droit des femmes à la contraception soit préservé. Voici son portrait. Tous les jours, Ngonsa fait du porte-à-porte, rendant visite aux familles de son quartier à Dakar. Elle est une Badienne Gore, une marraine ou une tante de district, et elle veut voir des changements au sein de sa communauté. À son domicile, elle parle aux femmes de sexualité et de contraception. Son objectif principal est de les convaincre de se rendre au centre de planning familial de la clinique voisine. Ce n'est pas toutes les femmes qui peuvent se lever un jour, aller dans une structure et choisir une méthode. Il faut d'abord l'aval du mari, des fois de la belle-mère. Même pour le choix, des fois, une femme vient au poste de santé, au centre de santé, elle te dit que mon mari veut que je prenne telle méthode. Même si cette méthode ne lui va pas, on envoie la Badianogo chez le mari, le sensibiliser. Donc la Badianogo fait la médiation. Avoir des médiateurs au niveau de la base fait une grande différence, affirme Sophie Bodian Touré, sage-femme au centre de santé Annette Mbaye d'Enneville. Il y a 10 ans, le gouvernement a lancé ce programme de sensibilisation pour faire du planning familial une priorité. Ils espéraient ainsi réduire les décès maternels et néonatals. Selon la Banque mondiale, le taux de fécondité est passé sous la barre des 5 enfants par femme en 2016. C'était la première fois dans l'histoire du Sénégal. Le taux de natalité est maintenant de 4,7, inférieur à celui d'autres pays de la région comme le Niger ou le Nigeria. Et la file d'attente devant le cabinet de Sophie ne cesse de s'allonger. En 2009, quand j'ai commencé ce service, je me souviens que les rapports tournaient autour de 350-400 par mois, les rapports mensuels qu'on fait, d'accord, c'est les statistiques. Actuellement, je suis à 2500 maximum, à 2200 minimum. Donc voilà, ça a évolué d'une façon vraiment exponentielle et je pense que c'est lié à la sensibilisation aux médias, au financement, et à la prise de conscience aussi des femmes de l'entrée de l'espacement des naissances, du bienfait pour les bébés, pour leur couple et pour elles-mêmes. Cette mère de 3 enfants vient régulièrement ici pour prendre la pilule. Elle ne veut plus avoir d'enfants car elle veut s'assurer que ses enfants reçoivent la meilleure éducation possible. Je pense qu'avec la planification, tu vas avoir conscience tranquille. Oui. Conscience tranquille parce que tu vas dire que bon d'accord, maintenant je peux faire tout ce que je veux sans grossesse. Au Sénégal, environ 95% de la population est musulmane. La société ici est conservatrice. Moussa Fall fait partie d'une jeune génération croissante de chefs religieux qui promeuvent le planning familial. Il a formé plus de 2500 imams dans tout le pays. Il insiste sur le fait que le Coran préconise l'allaitement maternel et l'espacement des grossesses. Parmi aussi les hadiths du prophète, les hadiths ce sont les propos du prophète. On voit clairement qu'il était contre les grossesses rapprochées parce qu'il disait qu'il y avait des séquelles tant sur le nouveau-né et tant sur la maman. De plus en plus de couples utilisent des moyens de contraception. Mais le sexe en dehors du mariage est considéré comme tabou. Les jeunes célibataires sont souvent exclus des campagnes de sensibilisation sur la santé sexuelle et reproductive. L'urgence, en tout cas, c'est d'éduquer cette population quand même, de leur faire comprendre quels sont les enjeux des grossesses non désirées, quels sont les enjeux d'avoir une sexualité, je dirais,
plus ou moins débordés, non maîtrisés, etc. Donc là, c'est pour un pays comme le Sénégal, ça peut être une priorité d'éduquer ces jeunes-là. Des progrès ont été réalisés, mais il reste encore beaucoup à faire. Les personnels de santé espèrent que plus de femmes et de filles auront bientôt un contrôle total sur les décisions concernant leur corps. Et vous, que pensez-vous? L'État doit encore faire dans votre pays pour qu'il n'y ait pas de déséquilibre entre démographie et développement? Alors laissez-nous vos commentaires sur Facebook ou écrivez-nous un email. On le constate, les ressources sont limitées, mais les besoins sont très élevés. Car plus d'enfants, cela veut dire des politiques de formation à mettre en place, des écoles à ouvrir, des universités. C'est tout un système à créer ou à agrandir. Et ce n'est pas toujours simple dans des pays où tout est priorité. Allons-y voir de plus près à Niamey, où l'écart entre le nombre d'étudiants de l'université Abdou Moumouni et les capacités de restauration suscite un vrai débat. Des étudiants qui doivent se battre chaque jour pour espérer trouver une place et pouvoir se restaurer à la cantine. Une cantine trop petite, vétuste, il faut jouer des coudes, vous allez voir. Il est à peine 10h30 à Niamey, mais c'est déjà l'arrivée des étudiants vers le restaurant pour le déjeuner, où accéder à un plat relève d'un véritable concours de combattants. Les étudiants doivent faire preuve de courage et de patience dans d'interminables files d'attente. Pire, certains de ces étudiants manquent les cours. Ils sont partis avant la fin de leur séance à l'université en espérant arriver à temps pour avoir un repas. Je suis ici aux environs de 11h30, mais jusque-là, je n'ai pas eu accès au restaurant. Ça a un impact vraiment dans nos études. Parce qu'il faudrait maintenant, si la personne veut vraiment manger, il faudrait maintenant même qu'il cesse de prendre le cours pour venir suivre la queue à temps. Vraiment, nous ne sommes pas servis dans des meilleures conditions. Puisque vu actuellement, même maintenant, nous sommes exposés au soleil. Et puis, à l'intérieur du resto, il n'y a pas suffisamment d'espace pour nous. Après plusieurs heures d'attente, les heureux élus touchent enfin le précieux sésame. Et là, c'est la qualité du menu servi qui laisse à désirer. C'est les mêmes menus on prend chaque fois. C'est la macaroni qui est servie, je pense bien, 4 ou 3 jours sur les 6 jours. Vraiment, il faut revoir les menus. Non seulement il faut changer les menus, il faut aussi améliorer au niveau des condiments pour la préparation. En tout cas, même si j'arrive à avoir, ça serait indégustable, vraiment. C'est désolant. Souvent, quand on arrive à voir, ce n'est même pas bien cuit. Donc, nous concentrons seulement pour manger, pour ne pas mourir de la faim. Vraiment, nous souffrons. La vétusté des installations du restaurant qui date des débuts des années 90 et l'exiguïté du lieu constituent un autre casse-tête pour les étudiants au niveau du restaurant de l'université de Niamey. Une situation que dénoncent les étudiants. Les étudiants inscrits à l'université de Niamey sont au nombre de 48 000 étudiants inscrits. Aujourd'hui, nous sommes dans un restaurant qui contient 650 places. Il n'y a pas d'hygiène, ce n'est même pas praticable. L'odeur même que ça dégage, vous savez très bien que ce n'est pas une odeur vraiment qui est permise pour la respiration de l'homme. Face à une telle situation qui affecte de plus en plus la carrière des étudiants, la structure estudiantine lance un cri de cœur à l'endroit du gouvernement. Ce que nous lançons comme appel à l'endroit des autorités, c'est qu'ils prennent les responsabilités, qu'ils sachent qu'on ne peut pas construire une université, on ne peut pas construire un restaurant et les mettre dans les oubliettes en pensant que tout peut marcher sans apporter le minimum de soutien. Les gens sont perturbés dans leur activité académique à cause de ces problèmes de restaurant. Et en tant que des étudiants, il est connu de tous. Et ce n'est pas tout le monde qui a les moyens de pouvoir aller acheter de la nourriture lorsqu'il rate de pouvoir accéder à un plat au niveau du restaurant. Une situation délicate que reconnaissent les responsables de l'université Abdou Moumouni de Niamey qui promettent la construction prochaine d'un restaurant supplémentaire. C'est vrai que nous avons largement dépassé les capacités des restaurants actuels. Mais nous avons quand même certains locaux qui nous servent d'aire de restauration. On a un besoin supplémentaire de restaurants. Le ministère nous a annoncé la construction d'un restaurant de 500 couverts supplémentaires.
Nous pensons qu'avec ce restaurant-là, ça allège un peu le fardeau du restaurant unique qui est là. Une solution prévue à l'horizon 2025. Reste à savoir si ces nouvelles places suffiront. En attendant, on continue ici de cuisiner chaque jour 1650 kg de riz, plus de 1500 kg de pâtes, 700 kg de viande pour les plats servis 3 fois par jour. Il y en a 6000 au total, au prix forfaitaire de 125 francs le dîner et le déjeuner et 40 francs pour le petit déjeuner. Bon appétit malgré tout. Maintenant que nous avons vu ces 2 reportages au Sénégal et au Niger pour illustrer la thématique de la croissance démographique et la pression qu'elle peut exercer sur les infrastructures si celles-ci ne suivent pas le rythme. Alors on rejoint donc l'équipe de Street Debate qui débarque à Kano au Nigeria. Dans 30 ans, le Nigeria est appelé à devenir le 3e pays le plus peuplé du monde avec 400 millions d'habitants. Dans un pays où plus de 60% de la population vit avec moins d'$1 par jour, cette croissance rapide pourrait devenir une bombe à retardement. Débat avec des jeunes à la recherche de solutions pour la planification familiale et d'autres défis. La population de l'Afrique augmente rapidement. Les prévisions indiquent que d'ici 2100, il y aura 4,5 milliards d'Africains, ce qui représente environ un tiers de la population mondiale. Nous sommes donc ici à Kano, la région la plus peuplée du Nigeria et d'Afrique, pour savoir à quoi pourrait ressembler le futur du continent. Ismaël, je voudrais commencer par vous. Doit-on croire ces chiffres? Sont-ils exacts? D'où viennent-ils? Pour moi, les chiffres sont exacts. Lorsque vous voyez les investissements que des agences comme l'UNICEF consacrent à la recherche, je pense que vous ne pouvez pas douter de ces données. Mais pour ce qui est des statistiques des pays à proprement parler, j'ai beaucoup de doutes car ces chiffres que nous connaissons tous sont utilisés à des fins politiques. Donc les chiffres ne sont peut-être pas extrêmement précis, mais nous savons que le nombre d'Africains va augmenter. Je vais m'adresser à Zainab. Vous êtes avocate spécialisée dans tout ce qui concerne les enfants et les adolescents, et particulièrement dans la lutte contre le mariage des enfants. Selon vous, pourquoi la population africaine augmente alors que celle du reste du monde diminue ? Eh bien, parce qu'il n'y a pas de réglementation en matière de croissance démographique. Du coup, la population est en plein essor et augmente de jour en jour. Et nous ne faisons rien à ce sujet, particulièrement au Nigeria. L'augmentation du nombre de mariages d'enfants de naissance à un très jeune âge joue un rôle sur l'explosion de la population. Cela cause beaucoup de problèmes. Manque d'accès aux soins de santé, malnutrition et problèmes environnementaux. Alors, monsieur le directeur, nous entendons que les ressources sont limitées. Le remarquez-vous? En effet, il est vrai que les ressources sont limitées. Par exemple, en ce moment, nous avons plus de 3 millions d'enfants dans les écoles primaires publiques, ce qui signifie que beaucoup de fonds sont nécessaires pour gérer l'éducation de ces enfants. Pour l'instant, le gouvernement ne dispose pas de ces fonds. Donc si le gouvernement n'a pas d'argent pour prendre soin de ses habitants actuels, comment le pays va-t-il prendre soin de lui-même à l'avenir? Zainab, je veux revenir à vous parce que je veux vraiment aller au fond des choses. Au Nigeria, nous avons en moyenne 5,7 enfants par femme comparé à 1 point quelque chose en Europe. Pourquoi est-ce qu'on continue à avoir autant d'enfants si ça ne marche pas, si nous ne pouvons pas nous le permettre? Parce que nous n'avons pas accès au planning familial, nous manquons de droits. La population augmente sans aucune régulation, comme je le disais au début. Il existe aussi des facteurs religieux et culturels, mais aussi des habitudes quant au mariage ancrées dans les familles. Monsieur l'imam, où est l'équilibre entre la religion, la culture et le fait d'être rationnel? Le planning familial dans l'islam est autorisé lorsqu'il y a des problèmes, mais il n'est pas autorisé lorsqu'il est fait intentionnellement pour contrer la volonté d'Allah. L'idée de nous laisser les gens n'avoir que 2 ou 3 enfants, comme le font d'autres personnes dans leur culture, est interdite. Aïcha, je veux comprendre dans quelle mesure les femmes envoient au chapitre lorsqu'il s'agit du planning familial, ne serait-ce que pour espacer leurs enfants.
Je ne pense pas qu'elles aient leur mot à dire. Je viens d'avoir un bébé il y a 5 mois. Mon mari et moi avons décidé d'espacer les naissances et nous avons décidé d'aller voir un service qui s'occupe de l'espacement des naissances. Nous avons vu 5 ou 6 femmes. Je pense que 3 d'entre elles sont venues toutes seules, mais l'hôpital leur a dit qu'elles devaient venir avec leur mari ou avec une lettre écrite de leur part indiquant qu'ils étaient d'accord pour qu'elles espacent les naissances. Par exemple, j'ai rencontré une femme à l'unité d'espacement des naissances qui a 39 ans et qui est fatiguée. Elle a 8 enfants, donc elle ne veut plus en avoir. Mais son mari insiste pour qu'elle soit à nouveau enceinte. Que va-t-il arriver à ces femmes? Beaucoup d'entre elles sont fatiguées et sont malades. Mais les maris, qui ne sont même pas capables de s'occuper d'elles, veulent quand même qu'elles continuent d'avoir des enfants. Pourquoi? Quand on parle de ces questions, les plus vulnérables sont les filles en raison de la question de l'égalité des sexes. Lorsqu'on parle d'éducation, si les filles sont éduquées, tous ces problèmes disparaîtront. Mais ils ne font même pas l'effort d'avoir un projet de loi sur les droits de l'enfant qui permettrait au moins à ces filles de terminer leur éducation secondaire. Ok, tournons-nous vers le directeur parce que vous vous êtes adressé à lui. L'idée de l'éducation pour tous semble à des années-lumière de ce qu'il se passe, parce que vous n'abordez même pas des sujets comme le mariage des enfants. En fait, nous essayons de nous occuper du problème du mariage chez les enfants. Nous avons cet arrangement, nous donner de l'argent aux parents des filles pour leur permettre de poursuivre leur éducation jusqu'à l'école secondaire. Je voudrais savoir quelles sont les conséquences si l'on découvre qu'un parent a donné son enfant en mariage alors qu'il était trop jeune. Il existe des lois qui stipulent que si vous refusez d'envoyer votre fille à l'école, une enquête sera menée. C'est-à-dire? Une procédure légale sera enclenchée. Je ne suis pas avocat, donc je ne peux pas passer en revue les... Je pensais que c'était une loi bien connue. Monsieur l'imam, j'aimerais revenir à vous. Permettez-moi de vous demander ce qui se passerait si le gouvernement actuel du Nigeria, le gouvernement fédéral, disait que le problème de la croissance démographique était trop important et que nous devons maintenant plafonner le nombre d'enfants à 1 par femme. Eh bien, c'est juste une hypothèse. La question est basée sur une hypothèse. Oui, bien sûr, mais je vous demande, est-ce que c'est quelque chose qui, selon vous, pourrait fonctionner en Afrique? Cela fonctionnera à un endroit et pas à un autre. Ceux qui estiment que cela correspond à leur culture et leurs croyances l'accepteront, et ceux qui le considèrent comme contraire le rejetteront. Cela marcherait. Nous avons réussi à faire une chose, à savoir donner du pouvoir aux filles, les sensibiliser et les informer, leur donner une éducation, car ce sont elles qui donnent naissance aux enfants. Donc, si vous les éclairez sur la question et leur faites prendre conscience des conséquences d'une possible crise démographique dans le pays, dire « je ne suis pas prête à me marier parce que je ne suis pas prête à donner naissance à cause de mon état de santé ». Vous pouvez les éduquer dans les zones rurales comme dans les zones urbaines. C'est mon point de vue. Donc l'information, pour vous, c'est ce qui... Ah, l'imam n'est pas d'accord, mais je ne vais pas m'attarder, je ne veux pas déclencher une guerre. Je me demande ce que vous en pensez. Débat très intéressant. Akano, Edith Kimani, merci d'avoir regardé. Je sais que le sujet nous préoccupe en tant que jeunes et qu'il n'est pas rare d'entendre certains dire ne pas vouloir faire autant d'enfants qu'auparavant. Mais qu'est-ce qui provoque justement un tel changement d'approche? À y voir de près, les contraintes que nous vivons actuellement influencent notre position sur ce sujet. D'après un sondage de l'UNICEF en novembre 2022, près de la moitié des jeunes du continent africain ont indiqué avoir reconsidéré leur désir d'avoir des enfants en raison du changement climatique. Certains deviennent même actifs sur cette question environnementale au Rwanda. Pour renforcer la sensibilisation à l'environnement, l'Organisation pour la conservation de la biodiversité a lancé un projet destiné aux jeunes. On forme les futurs gardiens de la forêt vierge dans cette région. Ces jeunes sont membres d'un club pour la protection de l'environnement. On y apprend à connaître les animaux sauvages afin de protéger la diversité des espèces et de promouvoir une coexistence pacifique entre les hommes, la faune et la flore.
Vous devez protéger ce qui vous entoure. Lorsque vous trouvez un animal dans la communauté, vous pouvez le défendre. Ne tuez pas les animaux, ne dérangez pas les arbres et ne les coupez pas. Pensez toujours que lorsque vous protégez l'environnement, vous vous protégez vous-même. Le parc national de Nyungwe est un trésor de biodiversité. On y recense 1068 espèces végétales. La plupart de ces herbes et arbres ne se trouvent dans aucune autre forêt ou parc du Rwanda. Mais il n'y a pas que la verdure qui est unique. Le parc abrite à lui seul 322 espèces d'oiseaux, ce qui en fait un endroit idéal pour l'ornithologie. De retour à l'école, les jeunes en apprennent davantage sur ce qu'ils ont vu. Ce projet est une initiative du gouvernement rwandais. Vous, les membres des clubs pour la protection de l'environnement, vous êtes l'avenir de ce pays. Vous éduquer et vous sensibiliser à la protection est un engagement pour l'avenir. Les élèves prennent leur mission au sérieux. Ils agissent pour l'environnement en préservant ces plantes et ces animaux. Notre mandat dans ces clubs est d'être en première ligne pour la protection de l'environnement. Il est inacceptable que des personnes nuisent à l'environnement en toute impunité. Il faut leur montrer le bon chemin ou les dénoncer aux autorités s'ils refusent de changer. La densité de la population du Rwanda est très élevée, plus de 400 personnes par kilomètre carré. La population continue d'empiéter sur la nature. Ainsi, les week-ends, des groupes scolaires se rendent dans les villages pour diffuser leur message, celui de prendre soin des animaux et de ne pas poser des pièges ni d'abattre des arbres. Souvent, ils proposent un échange. Les villageois peuvent recevoir du bétail en échange de l'abandon de la chasse. J'avais l'habitude de chasser les antilopes et de les manger avec ma famille. Mais grâce à cette sensibilisation et aux opportunités qui nous sont offertes, j'ai arrêté de braconner. Depuis qu'on nous a donné du bétail, il n'y a plus besoin de chasser dans le parc. Seuls 7 des 30 districts du Rwanda participent au projet du Club pour la protection de l'environnement. Mais cela pourrait bientôt changer. Les jeunes représentent environ 2/3 de la population du pays. Leur aide est donc essentielle pour préserver la diversité des espèces. Chacun a sa part de responsabilité environnementale. Alors on vous l'a promis en début d'émission, portrait maintenant d'une slameuse qui essaie de mettre la femme au centre des attentions. Elle est malienne et se nomme Marie-Angèle Keïta. Elle a choisi le slam pour honorer toutes les femmes de son pays qui se battent au quotidien. Les femmes maliennes, femmes exemplaires, la beauté, la bonté, l'intelligence, la sagesse, la rigueur, la vigueur, le courage, la patience vous appartiennent. Vous méritez tous les respects du monde. Je m'adresse à vous, femmes suyantes dans les cuisines et dans les champs. Ces mêmes actes se répétant sous forme de routine. Première dans les classes, meilleure sur les places. Vous les femmes, le mot me manque pour assez vous honorer, mais à travers ce slam, je vous rends hommage. La slameuse Marie-Angèle Keïta n'a pas peur d'exprimer ses pensées et de les partager avec le monde. Une fois par semaine, elle essaie de se rendre sur les rives du fleuve Niger, dans sa ville natale de Ségou au Mali. Ici, elle enregistre un nouveau morceau pour ses fans sur les médias sociaux. Dans la petite ville de Ségou, Marie-Angèle n'est pas la seule à aimer le slam. Elle et ses camarades de classe passent leur temps à répéter leurs performances. Alors l'islam, à travers l'islam, on peut déclamer, dénoncer, conseiller, enseigner. C'est toute une vie. C'est un art aussi. À chaque foyer son homme, à chaque homme sa femme. Pour les jeunes femmes, c'est une façon de se remettre en question. Cela signifie aussi se produire devant une foule. Lors du festival annuel de slam de Bamako, elles présentent une pièce qu'elles ont écrite ensemble, inspirée par les histoires et les expériences des femmes maliennes. Certaines sont profondément personnelles. Quel a été le but du père en faisant Je me suis inspirée de l'histoire d'une voisine, paix à son âme. Aminata, elle existe réellement. Elle était près de chez nous, elle n'avait que 14 ans, la petite. Voilà, son père, comme je l'ai dit dans mon texte, son père, voyant de l'avantage au mariage qu'aux études, l'a donné un mariage comme ça à cause de l'argent. Et Aminata, le jour de son accouchement, elle a rendu l'âme.
Des histoires bonnes et tristes sont entremêlées dans la performance des jeunes femmes et leurs efforts pour refléter les problèmes qui les touchent ne sont pas passés inaperçus. J'ai regardé le spectacle, j'ai été tout d'abord touchée humainement. Voir des jeunes filles comme ça qui sont en train de parler de la femme en général. De retour à Ségou, les discussions sur la vie, l'amour et les autres sujets du monde continuent entre Marie-Angèle et ses amis. Et les mots pour le prochain slam sont déjà en gestation. On le sent, Marie-Angèle Keïta est véritablement une source intarissable. C'est déjà la dernière étape de cette émission qui vous aura donné, je l'espère du moins, des idées et du plaisir, c'est important aussi. Alors dites-nous ce que tous ces reportages et le débat à Kano vous ont inspiré. Écrivez-nous ou contactez-nous via les réseaux sociaux. Vous pouvez aussi nous envoyer un email. On se quitte en musique avec une chanson d'espoir, Demain ça ira. Message des artistes Zainab Habib, Smarty et Toufan. Aux enfants et aux jeunes, on se retrouve la semaine prochaine. Merci de nous avoir suivis. Salut! Demain ça ira, yeah, 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 yeah. On baisse pas les bras, non, 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 non. Le soleil se lèvera, yeah, 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 yeah. On restera pas en bas, non, 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 non. Mon ami, l'avenir te tend